Voilà, alors je m'appelle Anne-Marie Revkolevski, je m'appelais avant Anne-Marie Kimmel, et mon totem était Cérès, Cérès stoïque. Je suis entrée au ZI en 1956. En fait, j'étais au groupe local de la Victoire et il n'y avait pas ni de compagnie, ni d'aînés, ni de pif. Il y avait seulement ce qu'on appelait c'était pas les bâtisseurs et les bâtissettes, c'était les louveteaux. Mais j'avais été avant au Talmud Torah de la rue de la Victoire, de la synagogue de la rue de la Victoire, et donc JP, qui m'avait un peu remarqué comme quelqu'un d'un peu dynamique, m'a demandé si je ne voulais pas créer la compagnie des filles, puisque les petites bâtissettes grandissaient et qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Le problème, c'est que moi, je n'étais jamais allée au ZI, je ne connaissais pas les scouts, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aimais bien la compagnie des enfants, j'aimais bien jouer, j'aimais bien chanter. Seulement, je ne connaissais rien au ZI. Alors JP m'a dit, c'est pas grave, tu vas aller à un camp de formation, de ce qu'on appelait les CC, les chefs de clan, et tu vas apprendre ce que c'est que les ZI. Et c'est comme ça que je suis entrée au ZI, avec un camp de formation à Pâques. J'ai donc appris ce que c'était qu'une activité, que chanter, que faire le Birkat Amazon. Et c'est à ce premier camp que j'ai été totémisée, Cérès. Alors il faut vous dire que si je ne connaissais pas les ZI, je ne savais pas non plus ce que c'était qu'une totémisation. Et je pense que ne sachant pas ce qu'était une totémisation, j'étais donc extrêmement courageuse et pas du tout impressionnée. Je pense que c'est à cause de ça qu'on m'a affublée de l'adjectif stoïque. Voilà, donc 56, j'entre au ZI, je reviens rue de la Victoire et je fonde la première équipe, l'équipe des Gazelles. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je fonde les Gazelles et puis ça marche très bien. Donc il y a une première équipe, une deuxième équipe, une troisième équipe, une quatrième équipe et nous fondons la compagnie Avigaël. Alors là aussi, je me suis demandé pour cet entretien pourquoi j'avais choisi Avigaël. Alors c'était bien sûr la seconde femme de David, c'était une femme courageuse, c'était une femme avisée. Bon, elle m'avait peut-être plu, en tous les cas, voilà donc la compagnie Avigaël. Et je veux simplement dire qu'à ce moment-là arrive un événement historique important, c'est qu'en 56, c'est la nationalisation du canal de Suez et la moitié de la communauté des Juifs d'Égypte va partir d'Égypte et en 57 et 58, beaucoup d'Égyptiens, de Juifs égyptiens vont arriver notamment en France. Et donc arrive à la compagnie Avigaël une cheftaine qui s'appelait Berger, et qui, elle, était très scout. Alors, elle connaissait absolument le froissartage, les nœuds, les chansons, elle était très organisée. Et donc, je vais faire le premier camp d'été avec elle et on va être très complémentaires. Moi, j'aime bien chanter, j'aime bien faire du théâtre, j'aime bien organiser des jeux, avoir beaucoup d'imagination. Et elle va structurer le camp. Et heureusement qu'elle est là. Donc nous allons à ce moment-là faire le premier camp et bien sûr pour les éclés aujourd'hui c'est un peu compliqué mais nous n'appartenions pas aux éclaireurs israélites de France, on faisait partie de la fédération des éclaireuses et des éclaireuses en général. Ça avait un avantage, cet avantage c'est que on fréquentait beaucoup les autres mouvements. On connaissait bien les guides de France, on connaissait bien les unionistes, on connaissait bien les neutres, et les camps de formation se faisaient avec toutes les filles, ce qui fait qu'on n'avait pas l'impression d'être enfermés dans un ghetto. On se parlait, on s'informait, on apprenait les unes des autres, et je ne veux pas dire qu'aujourd'hui je trouve qu'on est un petit peu trop enfermés, mais malgré tout on avait une très grande ouverture. Je continue donc à être cheftaine, je fais le 50e parce qu'à ce moment-là, un petit peu avant, il y a un autre événement, c'est l'arrivée je reviens un petit peu en arrière, c'est l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, d'Algérie. Là, je pense que je suis déjà une aînée, je n'ai pas vraiment de responsabilité et là, les EI vont être mobilisés pour accueillir les réfugiés. Je me souviens très bien que nous allons à Orly, parce que Roissy n'existe pas, et nous allons accueillir toutes ces familles qui arrivent avec les enfants, les bébés. On est là, on est un peu désemparés et en même temps très solidaires. On va transformer le QG en lieu d'accueil, on va faire la cuisine, on va aider les familles à s'installer. C'est pas nous, bien sûr, qui allons trouver les lieux d'hébergement,
d'hébergement, mais on va aider toutes ces familles et on va les aider non seulement aux EI avec Ségur, mais on va aussi organiser des activités. Donc chacune et chacun d'entre nous, on nous a distribué des quartiers selon les villes ou les quartiers pour Paris, et on nous a donné des adresses où on va monter chez les uns et les autres pour proposer de s'occuper des enfants. Et parmi les anecdotes dont je me souviens, il y en a une en particulier où c'était Pessah. Et donc moi j'avais un petit groupe de jeunes enfants que j'avais donc trouvé, puisque j'avais convaincu les familles de juifs d'Algérie de nous confier les enfants. Je devais avoir 16 ans peut-être. Et donc c'était Pessah, et l'un des enfants n'avait pas compris que l'activité n'avait pas lieu. Mais comme il connaissait mon adresse, il était venu monter chez moi, et en fait je n'étais pas là. Et il était monté, il avait frappé, il était tombé sur mon père, et il avait eu très peur. Et parce qu'il avait vu un monsieur, moi je n'étais pas là, il s'était demandé, il devait avoir 9 ans, où est-ce qu'il était tombé. Et puis, heureusement, il a vu, comme c'était Pessah, une boîte de matzot. Donc ensuite, il m'a dit, là, il avait été rassuré parce qu'il avait vu qu'il y avait de la galette, puisque c'était comme ça que les Juifs d'Afrique du Nord appelaient les matzot, alors que nous, on n'appelait pas ça du tout la galette. Ensuite, donc, je vais continuer assez vite. Je vais quitter les EI, je vais faire des études, me marier, avoir des enfants. Et arrive la crise, comme le mouvement en a souvent connu, une crise aux EI où il y a une tendance entre ceux qui sont très religieux, ceux qui sont très sionistes, avec beaucoup d'engueulades les uns et les autres. Et alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était pas parce que j'étais stoïque, mais peut-être que j'étais quelqu'un d'assez calme. On vient donc me chercher, est-ce que je veux pas rentrer un peu aux EI? Donc je vais accepter, devenir secrétaire générale, essayer de calmer un peu les passions. Et de cette époque, j'ai surtout gardé des lettres d'insultes où je vais être traitée par tous les camps comme quelqu'un qui est traître ou d'un camp ou d'un autre. Je pense que ça me fait pas beaucoup d'effet, mais qu'on calme les jeux, le mouvement continue, il connaîtra d'autres crises, mais de toutes ces crises, comme vous le savez, les EI sont toujours sortis renforcés et ont toujours duré. Et je crois qu'en fait, ces crises ont toujours montré la vivacité. Le mouvement a toujours été dans son époque, dans son temps, et donc il a été le témoin et le reflet de toutes ces crises, parce que les EI vivent des époques avec les problèmes qui sont spécifiques à ces époques. Donc nous allons faire le 50e, je suis secrétaire générale, un 50e dont beaucoup de générations se souviennent, non pas parce qu'il a été formidable, mais parce qu'il y a eu une pluie incessante, donc un plan hors sec, toutes les activités qu'on avait prévues bien sûr n'ont pas pu se dérouler, elles sont, si on peut dire, tombées à l'eau, donc on a un 50e très humide, et puis je vais partir des EI, non pas parce que j'ai été trop mouillée, mais parce que j'ai vraiment beaucoup d'activités professionnelles, et je vais donc un peu m'éloigner des EI jusqu'au moment où je vais être rappelée, non pas parce qu'il y a une crise, mais je ne sais pas pourquoi, enfin on me demande si je ne veux pas de nouveau m'investir, et je vais donc prendre la présidence des EI pendant 4 ans. Et de cette époque, parce que chaque président a un tempérament particulier, moi, mon tempérament, c'est un tempérament de militant. Donc je vais essayer de montrer que les EI, bien sûr, doivent continuer leur mouvement d'éducation, de responsabilisation des jeunes, du goût de la nature, du goût de l'aventure, mais il me semble que les aînés des EI ne sont pas assez attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et on va dire que peut-être que l'impact que moi je vais donner à ce moment-là, c'est de s'engager un peu plus dans la communauté, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes extérieurs qui me semblent importants. Et comme les EI et les chefs EI ont une grande capacité de mobilisation, sont courageux, ont de l'imagination et ne sont pas indifférents à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien je vais les engager à, surtout pour ceux qui à un moment donné ont
un petit peu assez de s'occuper simplement des enfants, de s'engager dans d'autres combats. Et il y a un combat dans lequel je vais m'engager, où je vais engager les EI, c'est le combat pour la liberté des Juifs soviétiques. Donc toute cette période, à partir de 82, 86, 89, je vais engager les EI à aller voir ce qui se passe en Union soviétique, à être extrêmement solidaire de ce combat pour la liberté. Ça va être l'époque du Let My People Go. Et je crois que si on regardait aujourd'hui le nombre d'EI qui sont partis en Union soviétique, puisqu'à l'époque c'était l'Union soviétique, je pense que les EI ont été parmi le nombre le plus important des jeunes qui sont partis là-bas, en transportant des valises, en apportant des bibles, en apportant des médicaments, en rapportant des photos, en rapportant des adresses, puisque à l'époque l'Union soviétique existait et pour sortir il fallait un visa. Et pour avoir un visa il fallait une invitation. Et pour avoir une invitation il fallait trouver en Israël un cousin qui allait inviter la famille d'Union soviétique qui parfois d'ailleurs n'avait pas de cousin. Mais il fallait donc ramener les adresses, ramener les noms, les transmettre aux Israéliens, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas quitter l'Union soviétique qu'avec un visa pour Israël. Ensuite, il y avait une partie des Juifs soviétiques qui effectivement allaient vers Israël, et puis il y avait une partie qui s'arrêtait à Rome pour choisir d'autres destinations. Alors ça, c'est toute la partie du combat pour les Juifs soviétiques dans lesquels les EI vont être très engagés. C'est à cette occasion d'ailleurs que je vais amener à Jérusalem une délégation de chefs des EI et qui vont avoir pour la première fois vraiment une visibilité de ce que va faire l'État d'Israël pour l'Union soviétique avec les grands leaders de l'époque, dont Golda Meir et d'autres grands leaders du monde qui vont donc se mobiliser pour les Juifs soviétiques. Voilà, donc ça va être le grand combat. En même temps, donc, on va être au 70e, au 80e. Peut-être que l'autre combat dans lequel je vais réengager les EI, ça va être le combat pour la mémoire, puisque on va tomber à un moment donné au moment du procès Barbie. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le sentiment que les EI s'occupaient beaucoup de ce qui s'était passé pendant la guerre, ni de la 6e, ni des grands aînés. Mais c'est vrai que ce moment de Barbie va être pour moi une occasion d'abord d'apprendre l'histoire moi-même et ensuite d'amener les EI au moment ça doit être le 60e ou 70e, devant le fort de Montluc où Barbie est enfermée. Et nous allons avoir là une grande manifestation des chefs EI pour expliquer l'histoire des grands aînés de la 6e, des aînés qui ont conduit les enfants en Suisse, qui les ont conduits dans les maisons d'enfants, dans Moissac, et qui ont permis qu'ils soient sauvés quand parfois les parents étaient déportés. Ça, c'est donc mon histoire avec les EI. J'ai quitté ensuite les EI normalement, après ma présidence. Et si je devais conclure sur ce qui a été mon action, bon, j'ai bien sûr transmis cette flamme à mes enfants, Delphine, David et Benjamin. Leurs enfants, ils ont été animateurs aux EI. Leurs enfants sont aussi, pour la plupart, animateurs aux EI. Yael est animatrice de BAT maintenant à Neuilly. Elsa et Pif à Boulogne. Mes autres petits-enfants sont BAT ou Éclé dans différents groupes locaux, que ce soit à Neuilly ou à Boulogne. Et je dois dire que si je devais dire aujourd'hui ce que les EI devraient faire à mon sens, c'est d'être toujours très attentif sur les combats qui se déroulent autour de nous. Et il est clair que le combat autour de nous, c'est bien sûr la diabolisation de l'État d'Israël, c'est l'antisémitisme dans notre pays. Et je pense que sur l'antisémitisme aujourd'hui, la relation avec le monde musulman dans notre pays devrait être aujourd'hui une priorité. Les scouts de France aujourd'hui sont très engagés dans ce combat, dans les banlieues en particulier, et je pense que les EI devraient aujourd'hui voir tout ce qu'ils peuvent faire pour rapprocher ces communautés, se rapprocher résolument des scouts de France et faire un travail réellement éducatif pour essayer de combattre cet antisémitisme avec ce qu'ils savent faire dans le combat aujourd'hui qui est le combat de la France, avec le même courage, avec la même perspicacité et sans avoir jamais peur de dire un certain nombre de choses, mais en étant en même temps très ouvert
à entendre le discours des autres et ne pas rester enfermé dans son propre ghetto. Voilà ce que je voulais dire. Les EI en sont capables, c'est un combat à mener et je suis sûre qu'ils peuvent le mener.